C'est une grande personnalité française que nous recevons aujourd'hui sur Euradio, figure incontournable de la publicité et de la communication avec son agence BETC qu'elle a fondée il y a 32 ans et dont elle préside aujourd'hui le conseil de surveillance, agence sacrée la plus créative au monde en 2024, du jamais vu pour une agence française. Mais notre invitée est aussi une observatrice pointue des évolutions du monde, notamment celles qui concernent la cause des femmes et pour laquelle elle continue de s'engager. Bonjour Mercedes Serra. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Radio. Alors, première question simple, mais réponse qui l'est peut-être un peu moins. Qu'est-ce que représente l'Europe pour vous ? Pour moi, c'est très important. C'est-à-dire, je pense que c'est un des rares moyens. D'abord, c'est quelque chose qui a des valeurs extrêmement fortes, une culture extrêmement forte. Et je pense que c'est le seul moyen qu'on ait pour résister sur ce à quoi on croit. Les valeurs auxquelles on croit. Quand vous dites les valeurs de l'Europe, à quelles valeurs vous faites référence ? Je pense qu'on est dans des pays anciens, de culture forte, avec un passé, avec des traditions. Je pense qu'on a vécu des choses dures, on a vécu des guerres, on a vécu des façons ignobles de traiter des races. Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on croit encore qu'il y a des droits humains, qu'il y a une démocratie. Et ça, il va falloir se défendre. C'est ça qu'on comprend aujourd'hui. On comprend que le monde a bougé, que on pensait beaucoup au global. En fait, on s'aperçoit qu'ils se font tous la guerre. On s'aperçoit qu'il y a des coins, des zones, que les Chinois, les Américains pensent aux Chinois, les Américains pensent très fort aux Américains. Et on en conclut que si on veut penser différemment, il faut aussi penser, nous, très fort à l'Europe. Et qu'est-ce qu'elle a apporté, l'Europe, dans votre parcours personnel, puis ensuite professionnel ? Elle a moins apporté que la France, parce que je n'ai pas émigré en Europe. J'ai quitté un pays pour un autre pays. Mais déjà, je suis une fille... Vous avez quitté l'Espagne à l'âge de... Oui, j'ai quitté Barcelone pour venir en France. Mais déjà, je suis de 2 pays. Donc déjà, c'est un bout d'Europe. Et je comprends assez bien à la fois les différences et l'intérêt d'être ensemble. Et après, je pense qu'elle est un passage obligé pour moi, même pour soutenir la France, que j'aime tant, même pour soutenir l'Espagne, que j'aime tant. Je pense qu'elle est une obligation. En fait, je crois que je suis pas tombée amoureuse de l'Europe, je sais même pas ce que ça veut dire. Je vois des pays, je vois des cultures, je vois leur intérêt, mais je vois l'importance du être ensemble. Donc vous êtes devenue française avant de devenir européenne, finalement ? Bien sûr. D'abord, je pense qu'on est d'abord français, je pense que les Allemands sont d'abord allemands, et je pense qu'on leur demande pas de quitter leurs racines. Je pense pas qu'on demande ça. Je pense juste qu'on demande de trouver les points communs qui font que chacun de nos pays va pouvoir être avec l'autre et faire en sorte d'aller plus loin. On a besoin d'aller plus loin. Et comment vous avez parlé d'amour de l'Europe, même si, vous l'avez dit, c'est difficile à définir, mais comment vous avez eu cette appétence quand même pour l'Europe ? Parce que j'ai une appétence pour les littératures, pour le cinéma, qu'on a vécu dans l'amour du cinéma italien à une époque, que la littérature allemande, ça existe, que le romantisme allemand, ça existe, qu'on en a envie, qu'on connaît, qu'on aime bien les Anglais, malgré le fait que c'est toujours un peu compliqué comme dialogue. Mais on croit que les différences nous apportent quelque chose. Vous avez parlé de cinéma, de littérature. Il y a une œuvre pour vous qui représente, qui symbolise l'Europe que vous aimez ? Non, il n'y a pas d'œuvre globale. Parce que ça, je ne sais pas ce que c'est. De toute façon, je ne crois pas au global complètement. C'est-à-dire, je pense que le global n'existe que dans un avion et c'est très compliqué. Mais oui, j'ai tellement aimé Fellini, j'ai tellement aimé Nous sommes tant aimés. J'aime beaucoup de choses. J'aime tellement... plein de choses de l'Allemagne en termes... j'ai aimé Goethe, j'ai aimé... moi, je suis née dans ce type de culture. Et j'aime l'Espagne avec encore une autre culture. Et je trouve que nos différences nous construisent. C'est intéressant. Elles sont importantes, ces doubles cultures, ces multiples appartenances ? Et ce qui est important, c'est l'ouverture.
C'est qu'on soit très amoureux de quelque chose et de quelque part. Moi, j'y crois. Moi, je suis très amoureuse de la France. Je suis très amoureuse de la Catalogne. Mais si on peut être ouvert à la différence des autres, ouvert aux apports. J'aime quand même beaucoup aller en Italie. J'aime bien l'attitude des Italiens. Et pourtant, c'est pas celle des Espagnols. Moi, je me suis occupée du musée de l'immigration. J'ai adoré. Il y a une exposition que j'ai faite, je crois, l'exposition que j'ai préférée, qui s'appelait Fashion Mix. J'ai quand même eu un énorme talent parce que j'ai vendu Fashion Mix à Jacques Toubon, qui avait à jamais décrété qu'on ne pouvait pas utiliser l'anglais. Mais il n'y avait rien pour dire ce que je voulais dire, la mode et tout, non, Fashion Mix. Et cette histoire était incroyable puisqu'on avait décidé de faire une exposition pour voir à quel point les immigrés avaient apporté quelque chose à ce qui est tellement français, qui est la haute couture. Donc au début, en plus, c'est ça qui est bien dans les expositions du musée de l'immigration, au début on ne sait rien. Donc on travaille. Là, j'avais travaillé avec Saillard, qui est un superbe connaisseur de la mode, Palais Galliera, tout ça, c'est Saillard. Et peu à peu, on découvrait qu'il y avait de plus en plus d'immigrés. On a réussi à faire comme un défilé, en partant de celui qui a apporté la couture en France, qui est un Anglais, Worth, à l'arrivée des Italiens, l'arrivée des Espagnols, Balenciaga qui arrive. Et quand on les voyait regroupés, on voyait bien qu'ils apportaient un bout de leur pays. Et pourtant, c'était la France. Et ça, c'était au niveau des créateurs, mais au niveau des petites mains, de celles qui travaillaient derrière, c'était souvent des femmes qui cousaient, qui amenaient les broderies, etc. Elles venaient de tous les pays de l'Europe. Donc elles amenaient toutes les broderies de l'Europe, qui étaient différentes, qui étaient magnifiques. Et quelle était la force de la France ? C'est d'avoir réussi à récupérer ça. Et on ne pense pas que c'est naturel. C'est un truc très français, parce qu'il y a plein de créateurs qui sont allés en Angleterre et qui sont revenus directement en France parce que c'était plus dur d'intégrer l'Angleterre. Et donc, vous l'avez dit, vous avez présidé Mercedes Serral pendant presque 15 ans, le conseil d'administration de cet établissement public du Palais de la Porte Dorée qui abrite le musée de l'histoire de l'immigration. Immigration qui est parfois remise en cause depuis plusieurs années, et parfois souvent peut-être critiquée, en tout cas en Europe, particulièrement par les partis d'extrême droite. Quelle place doit occuper l'immigration aujourd'hui en Europe, selon vous ? Mais il faut avoir du bon sens, quoi. D'abord, du bon sens démographique. Moi, j'ai travaillé avec un grand monsieur qui s'appelle François Héran, qui est professeur au Collège de France de la démographie. Il a été à un moment président du conseil d'orientation, puisque c'est très scientifique, le musée de l'immigration, on ne raconte pas n'importe quoi, sur l'immigration. Donc, par exemple, l'immigration française. Non, ils ne viennent pas par milliers en train de rentrer, en poussant. Non, on n'est pas envahis. On a des gens qui viennent, quasiment parce qu'ils sont obligés de venir. Ils n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver, mais ils sont poussés à venir. Mais on a beaucoup moins de gens qu'on a eu les Allemands, on n'a pas fait notre part. Donc, qu'est-ce qu'on raconte ? Est-ce qu'on raconte les vraies données, les vrais chiffres ? Deuxième chose, est-ce que c'est ça le vrai problème de la France ? Est-ce que l'industrie, c'est pas plus important ? Est-ce que l'intégration, mais pas uniquement des immigrés, l'intégration des gens plus pauvres, elle est bien faite en France ? Est-ce que l'éducation n'a pas changé ? Moi, quand je suis arrivée dans les années 60. Alors moi, j'avais la chance d'avoir un papa et une maman qui comparaient les pays. Donc, quand vous arrivez, que vous avez 6 ans, vous devenez plus intelligente, puisqu'il y a quelqu'un qui vous dit « Oh là c'est différent, là, c'est là, c'est formidable, là, ça se discute. » Alors, mes parents, mon père en particulier, disait « Tu vas voir, dans ce pays, tu vas aller à l'école publique et c'est la meilleure. On met les enfants à l'école privée, soit si on est très catho, soit si on a un problème. Mais quand on est bon, on va dans l'école publique. Regardez aujourd'hui, il y a un vrai problème. » Ça, c'est les vrais problèmes de la France, de l'intégration. Mais pas des gens qui rentrent maintenant. Après, on peut réfléchir aussi comment on intègre les gens qui rentrent d'un an.
Par exemple, on sait que le travail est intégrateur et qu'on ne leur permet pas de travailler. Mais ça, il faut être juste dans l'analyse des problèmes. Puis après, je voudrais rajouter autre chose. Qui est-ce qui travaille en France ? Quand vous allez être dans les hôpitaux, quand vous voyez les éboueurs, quand vous voyez sur les chantiers ceux qui tiennent les trucs les plus durs, quand dans votre entreprise, les dames qui font le ménage arrivent, elles ont l'air un peu d'ailleurs. Je propose qu'on ne les mette pas dehors parce qu'on en a sacrément besoin. Aujourd'hui sur Euradio, nous recevons Mercedes Serra, présidente du conseil de surveillance et fondatrice de l'agence BETC, grand témoin de l'évolution de la France et de l'Europe. Alors Mercedes Serra, ça fait depuis plus de 40 ans que vous êtes dans ce monde de la publicité. Qu'est-ce qui a le plus évolué selon vous ? Beaucoup de choses évidemment, mais qu'est-ce qui vous a marqué le plus dans cette évolution de la publicité en près de 40 ans ? Les choses qui évoluent le plus, c'est les gens. La première chose qui évolue le plus, c'est les gens. Parce que dans notre métier, vous ne pouvez pas persuader quelqu'un d'avoir la gentillesse d'acheter quelque chose ou de changer d'avis sur un comportement ou de voter pour je ne sais pas trop qui, si vous ne le connaissez pas. Donc, l'enjeu le plus important, c'est comprendre, parce que les gens ne se laissent pas... on ne va pas tout d'un coup décider pour eux de ce qu'ils aiment ou ce qu'ils n'aiment pas. On est plus exigeant de ce point de vue-là ? Non, on est différent. C'est-à-dire, on n'a pas exactement les mêmes valeurs, on ne veut pas les mêmes choses, on n'a pas les mêmes niveaux d'angoisse, on va se poser des questions. Les Français ont l'intelligence de se poser des questions sur le climat. Vive la France, c'est quand même bien. C'est le cas moins ailleurs, selon vous ? Oui, on est dans l'absurdité américaine. Ils ont un accès, les gens normaux américains, il y avait quand même un lien avec la compréhension de ce qui se passait dans le monde, mais moins forte. Ils sont moins habitués. Nous, on est choqués par ce qu'ils font en termes de comportement. Les Français ont fait des efforts. On ne le dit jamais assez. Hein. Souvent, les écolos, ils grognent, mais ils grognent trop, quoi, parce que les Français, ils ont fait des efforts. Ils préfèrent recycler. Ils achètent, regardez, il y avait France Inter ce matin, la deuxième main, la seconde main, la force de la seconde main. Tout ça, c'est formidable, les gens ont changé. Donc, les gens ont changé, ça, c'est le premier changement. Puis le deuxième changement, je veux dire, c'est comment les médias sociaux, l'Internet, ça, c'est un vrai changement, avec ses dangers, avec ses forces et ses dangers. Il y a intérêt à être structuré pour assumer à ce qu'on éduque bien les gens pour qu'ils puissent vivre dans ce torrent d'informations et de désinformation constante. Et justement, aujourd'hui, il y a une sorte de dilution des supports sur lesquels on diffuse de la publicité, avec des partenariats, avec des influenceurs, des influenceuses. Qu'est-ce que vous pensez de la régulation ou des tentatives de régulation sur ce sujet-là ? Je pense, je suis assez positive sur le fait qu'on réfléchisse. Par exemple, moi, je pense que les entreprises françaises, elles devraient quand même essayer de défendre des gens qui font leur métier de journaliste. Parce que si on réfléchit, les gens qui fabriquent le contenu sont moins payés que les gens qui diffusent dans tous les sens. Donc, on sait très bien que la pub quitte les médias appelés traditionnels, qui ne veut pas dire qu'ils ne fonctionnent pas. Parce que je peux vous parler de leur bon fonctionnement. On dit souvent des aberrations, on dit médias traditionnels comme si c'était des vieux médias. Pour aller sur les plateformes, mais au bout du bout, comment on défend le contenu ? Comment on veut des fake news sans arrêt ? Où on veut croire en la parole juste des journalistes. Donc je pense qu'il y a une attitude à avoir, parce que c'est politique le choix des médias. C'est politique. Et après, faut être aussi dans l'efficacité. Dans l'efficacité, vous savez, pour faire une marque en France, ça marche bien la télé. Parce que à un moment donné, il faut faire monter des notoriétés, des compréhensions de marques partagées. Une marque, c'est pas uniquement moi, je vois quelque chose et je dis que c'est une marque. C'est le fait qu'on construit à travers les gens une expérience partagée.
J'entendais aussi des Maxime Saada qui faisait des réflexions très intéressantes sur l'évolution des médias. Donc le patron de Canal+. De Canal, qui disait on est en train de voir comment YouTube va être regardé comme une télé et comment maintenant on est en train de réfléchir à des moments qu'on pourrait partager entre les gens. On fait de la télé classique d'avant, quoi. Mais c'est pas parce que vous la voyez dans un autre moment, dans un autre lieu, que vous avez la chance, parce que c'est une chance de pouvoir regarder les médias quand on veut, à la façon, si on veut le regarder le matin, le soir, le dimanche, on fait ce qu'on veut. Donc, délinéarisé, mais ça reste quand même un moment... Et pourquoi la création d'événements ? C'est-à-dire, c'est pas la même chose quand on vit ensemble les Jeux Olympiques. Vous imaginez, chacun devant notre écran à regarder... Ah, moi j'ai vu ça, mais non. Donc, ça ne veut pas dire que la pub est inutile dans les médias digitaux. Ça veut dire qu'elle a un rôle différent et qu'elle est différente. Et puis après, je vais vous dire quelque chose. À force de nous réduire à des 5 secondes, à des trucs qui matraquent et tout, mais il n'y a pas une idée qui sort de tout ça. Ça ne sert à rien. Donc, faut réfléchir. Il faut prendre le temps. Ben, bien sûr. Et puis les marques, elles ont besoin de temps. Comme vous avez besoin de temps pour raconter une histoire. J'ai adoré le petit film de romance qui a fait le tour du monde, Le Loup. Bah, cette publicité long format réalisée par Intermarché. Génial, ouais. Un long format, le contraire de tout ce qu'on nous dit. Un long format, une jolie histoire, des gens qui n'ont pas fait obligatoirement de l'IA, mais qui pendant des jours et des jours ont rendu ce joli dessin animé émotionnel, une émotion. Et ça fait le tour du monde. C'était pas l'objectif. Intermarché ne fait pas aux États-Unis. Ça fait le tour du monde quand même. Alors l'un des autres grands engagements de votre vie, Mercedes Serra, c'est pour la place des femmes dans le monde du travail. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui sur cette place et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que les femmes prennent cette juste place dans le monde du travail ? Oh là là, c'est hyper dur parce que ça fait... On veut pas le dire, vaste question. Bah oui, parce que ça fait... On a vécu tant d'années, tant de millions d'années soumises. En tout cas, travailler différemment. Donc les gens, moi j'adore quand ils me disent « mais les femmes ont tellement d'influence, etc. » dans le passé. Je vais vous raconter une histoire. Anne Hidalgo passe évidemment assez souvent dans ce monument formidable qui est la Tour Eiffel. Au premier étage de la Tour Eiffel, il y a 72 portraits de scientifiques. Ce sont 72 hommes. Il y a quand même... Elles sont nouilles, ces femmes, ou elles n'ont rien fait de leur vie. On cherche, on trouve 72 femmes. C'est quand même un souci, quoi. Donc, on est loin. Et moi, je pense que, en fait, je suis assez simple. Mon féminisme, il est assez simple. L'égalité. C'est du registre du droit humain, c'est l'égalité avec la moitié du monde, quand même. Enfin, plus de la moitié du monde. Donc, l'égalité. Et cette égalité, je pense qu'elle est très importante parce qu'elle ferait du bien aux femmes et aux hommes, et à tous. Donc, voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Et il faut le vouloir. C'est une question de volonté. Il y a une absence de volonté politique, par exemple, aujourd'hui. Moi, je crois beaucoup à la politique. Je grogne quand elle est mal faite, mais je pense que la vie de la cité, la policy de la cité, elle est très, très importante. Regardez le conseil d'administration. On a obtenu qu'il y ait une loi qui passe qui oblige les entreprises à mettre jusqu'à 40% de femmes au conseil d'administration. Avant cette décision, il n'y avait quasiment pas de femmes. Des femmes très connues, on ne leur demandait pas d'être au conseil d'administration. Et une loi nous a aidés à quelque chose. Marie-Pierre Rixain, aujourd'hui, elle se bat pour créer un vivier du côté exécutif des entreprises pour qu'il y ait un nombre de femmes préparées pour prendre le pouvoir. On s'exclame avec admiration quand on en a 3 dans le 440, quand on en a 2. Ah non. Il faut aller plus loin dans les quotas qui ont été mis en place. Bien sûr. Et puis, il y a plein de choses. Il n'y a pas que des quotas. Il y a les stéréotypes. On est tous bourrés de stéréotypes, y compris moi. Moi, je crois que les garçons, ils ont un handicap. Ils n'arrivent pas à faire le concret. C'est bizarre. Moi, j'ai pensé que mon frère, il avait un petit problème de santé.
Parce que ma mère, elle appelait que moi pour mettre la table. Donc je me disais, c'est bizarre ce truc. Je pense qu'il y a des stéréotypes qu'on a dans la tête et qu'il faut les enlever. La com, ça sert aussi à ça, à faire bouger les choses. À donner envie aux jeunes filles d'aller dans des métiers comme l'industrie, par exemple. Le ministre de l'Éducation, il faut qu'il prenne des grandes décisions. C'est pas possible qu'il n'y ait pas de femmes scientifiques. C'est pas possible que les gamines, elles disent que les sciences, c'est pas pour elles. Et comment on fait très concrètement ? Eh ben, on se débrouille on dit, on en veut tant de pourcents. Et on regarde tous les freins. Et on les lève. Parce que les freins, on peut les lever. Nous, on connaît ça dans notre métier. C'est analyse de ce qui bloque. Je crois que je vais aller dans une classe où il n'y aura que des mecs. Quelle horreur. Non, tu n'iras pas dans une classe où il n'y a que des mecs. Je crois qu'il n'existe pas de femmes qui soient des grandes scientifiques. Et il existe des femmes. Je crois qu'on perd sa féminité en étant grand scientifique. Pas du tout. Tu peux être une femme et être scientifique. Plein de petits trucs. Je crois qu'ils sont plus doués au niveau du cerveau. Attends, on va passer un peu de temps à regarder les études. Est-ce que vous savez que les filles, quand on leur disait, il y avait une école qui avait fait un test incroyable, on leur disait qu'elles faisaient du dessin. Elles avaient de meilleurs résultats que quand on leur disait qu'elles faisaient géométrie. Donc, je sais pas, vous leur dites qu'elles font du dessin, quand elles font de la mathématique, si vous voulez, mais elles vont y arriver. Et cet engagement féministe, d'ailleurs, Mercedes Serra, vous allez le porter dans la délégation gouvernementale pour le 8 mars avec la ministre Aurore Bergé. Ça sera dans quelques jours. En tout cas, merci d'être venu parler avec nous de ce sujet important, de ces sujets importants. Je rappelle que vous avez fondé l'agence de publicité BETC, que vous présidez aujourd'hui le conseil de surveillance de cette agence. Un grand merci d'avoir été avec nous sur Euradio aujourd'hui. Merci à vous.